Et c'est bien le conte qui a inspiré le film Disney. Donc je ne le connais pas, je vais le découvrir en même temps que vous. On est sur une lecture plutôt facile avec un petit nombre de pages, beaucoup d'illustrations. Donc ça va se lire très facilement. Donc c'est un conte qui a été écrit en 1844. C'est un peu vieux, mais je pense qu'on y retrouvera toute la magie de Noël à l'intérieur. Donc je vous invite à vous poser, vous détendre, à prendre une boisson chaude avec vous en écoutant ma voix à l'histoire, ou vous préparer à vous endormir en étant bercé par le récit. C'est comme vous voulez. En tout cas, mettez-vous à l'aise, soyez confortable et je vais pouvoir commencer la lecture. Je vous montre déjà la première page. La Reine des Neiges conte en 7 histoires. Première histoire, le miroir et ses morceaux. Voilà, nous allons commencer. Écoute, lorsque nous serons à la fin de l'histoire, tu en sauras bien plus sur un bien méchant sorcier. Un des pires même, un véritable démon. Ce jour-là, il était de fort bonne humeur. Il avait fabriqué un miroir si spécial que le bon et le beau, en s'y réfléchissant, se réduisait à presque rien, tandis que tout ce qui ne valait rien, tout ce qui était mauvais, ressortait nettement dans une forme encore plus hideuse. Les plus beaux paysages y semblaient des épinards bouillis, et les plus charmantes personnes devenaient laides à faire peur, ou bien elles se tenaient sur la tête et n'avaient pas de ventre. Les visages étaient si déformés qu'ils en devenaient méconnaissables, et si l'un ou l'autre avait une tache de rousseur, c'est toute la figure, le nez et la bouche qui étaient criblés de sons. Le démon trouvait ça très amusant. Lorsqu'une bonne pensée passait par la tête de quelqu'un, son visage se mettait au contraire à grimacer dans la glace, et le sorcier riait aux anges. Tous les élèves de l'école des sorciers, car il avait bel et bien créé ce genre d'école, racontaient à la ronde qu'il avait accompli là un miracle. Pour la première fois, disait-il, on voyait la terre et les êtres humains tels qu'ils étaient réellement. Ils couraient de tous côtés avec leur miroir et bientôt, il n'y eut pas un pays, pas une personne qui n'ait été déformée là-dedans. Alors, les apprentis sorciers voulurent voler vers le ciel lui-même, pour se moquer aussi des anges. Plus ils volaient haut avec le miroir, plus celui-ci se tordait de rire. C'est à peine s'ils pouvaient le tenir. Alors le
s'échappa des mains et retomba dans une chute vertigineuse sur la terre, où il se brisa en 1000 milliards de morceaux, encore plus dangereux qu'auparavant. Certains, pas plus grands qu'un grain de sable, voltigeaient à travers le monde, et si, par malchance, quelqu'un en recevait un dans l'œil, le malheureux voyait soudain le monde tout de travers. Ou bien il ne voyait plus que le mauvais en chaque chose, le plus infime morceau du miroir ayant conservé les mêmes pouvoirs que le miroir tout entier. De petits éclats sautèrent même dans le cœur de quelques infortunés, et alors, ce fut affreux. Leur cœur devint un bloc de glace. D'autres morceaux, au contraire, étaient si grands qu'on les employait pour faire des vitres, et il n'était pas bon dans ce cas de regarder ses amis à travers elles. D'autres encore servirent à faire des lunettes. Les mettre pour bien voir et juger d'une chose avec sagesse devenait impossible, et le mauvais démon riait à s'en faire éclater le ventre, ce qu'il chatouillait agréablement. Et le pire, c'est qu'il restait toujours des parcelles du miroir magique, portées çà et là par le vent, comme tu vas l'entendre. Deuxième histoire, un petit garçon et une fille. Dans les grandes villes, où il y a tant de maisons et de monde qu'il ne reste souvent pas de place pour avoir un jardin, on doit souvent se contenter de quelques pots de fleurs. C'est dans un endroit pareil que vivaient deux enfants pauvres, qui s'étaient pourtant débrouillés autrement. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Leurs parents habitaient juste en face les uns des autres, et les toits des deux maisons se touchaient presque, séparés seulement par une gouttière. Une petite fenêtre s'ouvrant au dernier étage de chaque maison. Il suffisait d'enjamber la gouttière pour passer d'un logement à l'autre. Les familles avaient chacune devant leur fenêtre une grande caisse où poussaient drues des herbes aromatiques dont elles se servaient pour la cuisine, et un rosier tout aussi vigoureux. Un jour, les parents eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières, de sorte qu'en se rejoignant entre les fenêtres, elles formaient un jardin miniature. Les tiges des bois pendaient le long des caisses et les branches des rosiers grimpaient autour des carreaux en se penchant les uns vers les autres. Un vrai petit arc de triomphe de verdure. Comme les caisses étaient placées très haut, les enfants savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y grimper seuls, mais on leur permettait souvent d'aller l'un vers l'autre, de s'asseoir chacun sur le petit tabouret sous les roses, et ils ne jouaient nulle part mieux que là. L'hiver, ce plaisir-là était fini. Les vitres étaient recouvertes de givre, mais alors, chaque enfant faisant chauffer sur la poêle une petite pièce de cuivre et la plaçait un instant sur la vitre gelée. Il se formait un petit trou tout rond, à travers lequel épiait à chaque fenêtre un petit œil très doux, celui du petit garçon d'un côté, celui de la petite fille de l'autre. Lui s'appelait Kay, et elle, Gerda. L'été, ils pouvaient d'un bond venir l'un chez l'autre. L'hiver, il fallait d'abord descendre les nombreux étages d'un côté et les remonter ensuite en face. Dehors, la neige tourbillonnait. Regardez, ce sont les abeilles blanches qui se regroupent, leur dit la vieille grand-mère. Est-ce qu'elles ont aussi une reine ? Demanda le petit garçon. Bien sûr, dit la grand-mère. Elle se tient là où les abeilles sont les plus serrées. C'est la plus grande de toutes et elle ne reste jamais sur la terre. Elle monte vers le ciel. Durant les nuits d'hiver, elle vole dans les rues et regarde par les fenêtres. Alors le givre dessine sur les carreaux des cristaux en forme de fleurs merveilleuses. Oh oui, nous avons vu ça bien souvent, s'écrièrent les enfants. Et ainsi, ils surent que c'était vrai. Est-ce que la Reine des Neiges peut entrer ici ? Demanda la petite fille. Elle
des histoires. Le soir, le petit Kay, à moitié déshabillé, grimpa sur une chaise près de la fenêtre et regarda par le trou d'observation. Quelques flocons de neige tombaient au dehors et l'un d'eux, le plus gros, atterrit sur le rebord d'une des caisses fleuries. Il grossit peu à peu et finit par devenir une dame vêtue d'un voile blanc, d'une finesse extrême, fait de millions de flocons étoilés. Elle était vraiment belle, toute de glace aveuglante et scintillante, et cependant vivante. Ses yeux étincelaient comme deux étoiles, mais il n'y avait en eux ni calme ni repos. Elle fit vers la fenêtre un signe de la tête et de la main. Le petit garçon, effrayé, sauta à bas de la chaise. Il lui sembla alors qu'un grand oiseau, au dehors, traversait le ciel devant la fenêtre. Le lendemain fut un jour de froid clair, puis vint le dégel et le printemps. Cet été-là, les roses fleurirent magnifiquement. Gerda avait appris un psaume où l'on parlait des roses. Cela lui faisait penser à ses propres fleurs et elle chanta cet air au petit garçon qui se mit à chanter avec elle. Les roses poussent dans les vallées où l'enfant divin vient nous parler. Les deux enfants se tenaient par la main. Ils donnaient des baisers aux roses, admiraient les clairs rayons du soleil et leur parlaient comme si l'enfant était là. Quel beau jour d'été où il était si agréable d'être dehors, sous les frais rosiers qui semblaient ne vouloir jamais cesser de fleurir. Kay et Gerda étaient assis à regarder un livre d'images sur les bêtes et les oiseaux. L'horloge sonnait 5 heures au clocher, quand brusquement Kay s'écria « Aïe ! Quelque chose m'a piqué au cœur et une poussière m'est entrée dans l'œil. » La petite le prit par le cou. Il cligna des yeux. Non, on ne voyait rien. « Je crois que c'est parti, » dit-il. Mais ça ne l'était pas du tout. C'était un des éclats du miroir ensorcelé, souvenons-nous, cet affreux miroir qui faisait que tout ce qui était grand et beau, une fois reflété par le miroir, devenait petit et laid, tandis que le mal et le vil, le moindre défaut, prenaient une importance et une netteté accrue. Le pauvre Kay avait aussi reçu un éclat dans le cœur et bientôt, ce cœur-là serait aussi froid qu'un bloc de glace. Il ne sentait aucune douleur, mais le mal était fait. « Pourquoi pleures-tu » cria-t-il à Gerda. « Tu es laide quand tu pleures, et puis je vais très bien. Oh mais quelle horreur, cette rose est dévorée par un ver, et regarde celle-là qui pousse toute travers. Méchante rose, affreuse caisse. » Ce disant, il donna des coups de pied dans les caisses et arrachait les roses. « Kay, qu'est-ce que tu fais » s'affola la fillette. Mais lorsqu'il vit son effroi, le garçon arracha encore une rose et rentra vite par sa fenêtre, laissant là la pauvre malheureuse. Quand par la suite elle apportait le livre d'images, il déclarait qu'il était tout juste bon pour les bébés, et si la grand-mère gentiment racontait des histoires, il avait toujours à redire. Parfois il marchait derrière elle, mettait ses lunettes et imitait, à la perfection du reste, sa manière de parler. Les gens riaient. Bientôt, il se mit à parler et à marcher comme tous les gens de sa rue pour se moquer d'eux. On se disait « Quel malin ce garçon-là !» Mais c'était la poussière du miroir qu'il avait reçu dans l'œil et l'éclat qui s'était fiché dans son cœur, qui était la cause de sa transformation et même de ce qu'il taquinait la petite Gerda, qu'il aimait de toute son âme. Ses yeux changèrent complètement. Ils devinrent beaucoup plus réfléchis. Un jour d'hiver, comme la neige tourbillonnait au dehors, il apporta une grande loupe, étala sa veste bleue et
assez curieux et bien plus intéressant qu'une véritable fleur, fit Kay. Ici, il n'y a aucun défaut. Ce seraient des fleurs parfaites, si elles ne fondaient pas. Peu après, il revint équipé de gros gants, avec sa luge sur le dos. Il hurla aux oreilles de Gerda. « J'ai la permission de faire de la luge sur la grande place où les autres garçons jouent. » Et le voilà parti. Sur la place, les garçons les plus hardis jouaient à attacher leur luge à la voiture d'un paysan pour se faire tirer un bout de chemin. C'était très amusant. En plein milieu du jeu ce jour-là, apparut une longue berline blanche dont l'occupant, coiffé d'une toque blanche, était emmitouflé dans un manteau de fourrure, blanche également. La berline fit 2 fois le tour de la place, et Kay put accrocher rapidement sa petite luge. Ils prirent de la vitesse et tournèrent dans la rue suivante. Le conducteur tourna la tête, fit un signe amical à Kay comme s'il le connaissait. Chaque fois que Kay voulait détacher sa petite luge, le conducteur levait la main et Kay ne bougeait plus. Ils furent bientôt aux portes de la ville qu'ils dépassèrent. La neige se mit à tomber si fort que le petit garçon n'y voyait plus rien. Dans cette course folle, il saisit la corde qu'il attachait à la berline pour se libérer, mais rien n'y fit. Son mini-traîneau était solidement fixé et menait un train d'enfer derrière la longue voiture. Alors il se mit à crier très fort, mais personne ne l'entendit. La neige le cinglait, la luge volait. Parfois elle faisait un bond, comme si elle sautait par-dessus des fossés et des mottes de terre. Kay était épouvanté, il aurait voulu dire sa prière, mais seule sa table de multiplication lui venait à l'esprit. Les flocons de neige devenaient de plus en plus gros. À la fin, on aurait dit d'énormes poussins blancs. La berline fit un écart puis s'arrêta, et son occupant se leva dans son manteau et sa toque couvert de neige. C'était une grande dame longue et fine, d'une blancheur étincelante, la Reine des Neiges en personne. « Nous en avons fait du chemin, et à vive allure, dit-elle. Mais tu es gelé. Viens dans ma peau d'ours. » Elle prit le garçon près d'elle dans sa longue berline et l'enveloppa du manteau. L'enfant eut l'impression de s'enfoncer dans une congère. « As-tu encore froid ?» demanda-t-elle en l'embrassant sur le front. Son baiser, qui était plus glacé que la banquise, pénétra jusqu'au fond du cœur du garçon, déjà demi-gelé. Il crut mourir, mais un instant seulement. Presque aussitôt, il eut la sensation que cela lui avait fait du bien. Il ne sentait plus le froid. « Ma luge, n'oubliez pas ma luge. » Kay venait juste de s'en souvenir. Le petit traîneau fut attaché à l'un des poussins blancs qui voletaient dans leur sillage. La Reine des Neiges posa de nouveau ses lèvres sur le front du garçon. Alors il sombra dans l'oubli le plus complet. Gerda, la grand-mère et tout le monde à la maison, il ne se rappelait plus de rien. « Tu n'auras pas d'autre baiser, » dit la Reine des Neiges. « Tu n'auras pas d'autre baiser, » dit la Reine des Neiges. « Sinon tu en mourrais. » Kay la regarda. Qu'elle était belle. Il ne pouvait imaginer visage plus intelligent, plus charmant. Elle ne lui semblait plus du tout de glace comme le jour où il l'avait aperçue à la fenêtre et où elle lui avait fait des signes d'amitié. À ses yeux, elle était aujourd'hui la perfection. Il n'avait plus du tout peur. Il lui raconta qu'il savait calculer de tête et même faire des divisions à 2 chiffres, qu'il connaissait la superficie du pays et le nombre de ses habitants. Et elle lui souriait. Alors il sembla à l'enfant qu'il ne savait au fond que peu de choses,
et ses yeux se levèrent vers l'immensité de l'espace. La reine l'entraînait de plus en plus haut dans l'air noir où se précipitait la tempête. Ils volèrent par-dessus les forêts et les lacs, les îles et les océans. Au-dessous d'eux, le vent glacé sifflait des chants anciens oubliés. Les loups hurlaient, les noirs corbeaux croassaient en survolant la neige étincelante. Et tout là-haut brillait la lune, dans sa clarté immaculée. Et tandis qu'il traversait les longues nuits d'hiver, Kay ne la quittait pas des yeux. Au matin, il dormait au pied de la Reine des Neiges. Troisième histoire, le jardin de la magicienne. Mais que devenait la petite Gerda, maintenant que Kay n'était plus là? Mais que devenait la petite Gerda, maintenant que Kay n'était plus là? Où pouvait-il se trouver? Se demandait-elle. Personne ne le savait, personne ne pouvait expliquer sa disparition. Les garçons savaient seulement qu'ils l'avaient vue attacher sa petite luge à une longue voiture splendide qui avait tourné le coin de la rue et était sortie de la ville. Nul ne savait où il était. On versa des larmes. La petite Gerda pleura beaucoup et longtemps. Finalement, on se dit qu'il était mort. Il avait dû tomber dans la rivière qui longeait la ville. Oh, quelle journée d'hiver triste et sombre ce furent alors. Enfin vint le printemps, et avec lui le soleil. Kay est mort et disparu, lui dit la petite Gerda. Nous ne le croyons pas, répondirent les rayons du soleil. Il est mort et disparu, dit-elle aux hirondelles. Nous ne le croyons pas, répondirent-elles. Alors la petite Gerda finit par en douter elle aussi. Je vais mettre mes nouveaux souliers rouges, dit-elle un matin, ceux que Kay n'a jamais vus, et je vais aller jusqu'à la rivière pour l'interroger. Il était tôt. Elle embrassa la vieille grand-mère qui dormait encore, mit ses souliers rouges et prit toute seule la direction de la porte de la ville vers le fleuve. Est-il vrai que tu m'as pris mon ami avec qui je jouais? Je te ferai cadeau de mes souliers rouges si tu me le rends. Il lui sembla que l'on lui faisait signe. Alors elle enleva ses souliers rouges, ceux auxquels elle tenait le plus, et les jeta dans l'eau. Mais ils tombèrent tout près du bord et les vaguelettes les repoussèrent tout de suite vers elle, comme si la rivière ne voulait pas les accepter, puisqu'elle n'avait pas pris le petit quai. Gerda crut qu'elle n'avait pas lancé les souliers assez loin. Aussi grimpa-t-elle dans une barque qui flottait entre les roseaux. Puis elle alla jusqu'au bout du bateau et jeta de nouveau ses souliers dans l'eau. Par malheur, le bateau n'était pas attaché et dans le mouvement qu'elle fit, il s'éloigna de la rive. Elle s'en aperçut aussitôt et voulut retourner à terre, mais avant qu'elle n'ait réussi, il était déjà loin et s'éloignait de plus en plus vite. La petite Gerda fut prise d'une grande frayeur et se mit à pleurer. Mais personne ne pouvait l'entendre, excepté les moineaux, et ils ne pouvaient pas la porter, ils volaient seulement le long de la rive, en chantant comme pour la consoler. Nous sommes là, nous sommes là. Le bateau s'en allait à la dérive. La fillette était assise en chaussettes. Les petits sauliers rouges flottaient dans son sillage, mais ne pouvaient rattraper la barque qui filait plus vite. De chaque côté, sur les berges fleuries, poussaient de vieux arbres délicats, et au loin, des vaches et des moutons pâturaient. Mais pas une personne à l'horizon. Peut-être la rivière va-t-elle m'emporter auprès de Kay, pensa Gerda en reprenant courage. Elle se redressa, et durant des heures, admirait la beauté des rives verdoyantes. Elle arriva ainsi à une grande cerisier où se trouvait une petite maison avec de drôles de fenêtres rouges
soleil orné de ravissantes fleurs peintes. « Pauvre cher enfant, dit la vieille, que fais-tu emportée toute seule dans le vaste monde sur ce fort courant ?» La vieille femme entra dans l'eau, crocheta le bateau avec son bâton, le tira jusqu'à la rive et en fit descendre la fillette. Gerda était bien contente de poser le pied sur la terre ferme, mais elle fut un peu effrayée par cette vieille femme inconnue. « Viens me raconter qui tu es et comment tu t'es retrouvée là, fit-elle. La fillette lui expliqua tout et lui demanda si elle n'avait pas vu le petit Kay. Et la femme répondit qu'il n'était pas passé encore, mais qu'il était attendu. Il ne fallait pas, en tout cas, qu'elle soit triste, mais qu'elle entre goûter ses confitures de cerises, admirer ses fleurs plus belles que celles d'un livre d'images, et que d'ailleurs, chacune avait une histoire à raconter. Alors elle prit Gerda par la main, et elles entrèrent dans la petite maison, et la vieille femme referma la porte. Les fenêtres aux vitres rouges, bleues et jaunes étaient situées très haut, et la lumière du jour y prenait des teintes étranges. Mais sur la table, il y avait de délicieuses cerises. Gerda en mangeant autant qu'il lui put. Tandis qu'elle se régalait, la vieille peignait sa chevelure avec un peigne d'or, et ses boucles blondes ondulaient et brillaient autour de son joli visage d'enfant, semblable à une rose. « J'ai attendu si longtemps d'avoir une belle petite fille comme toi, » dit la vieille. « Tu vas voir comme nous allons bien nous entendre. » À mesure qu'elle lui peignait les cheveux, Gerda oubliait son camarade de jeu car la vieille était une magicienne, mais pas une méchante sorcière. Elle s'occupait juste un peu de magie comme ça, pour son plaisir, et elle avait très envie de garder la petite fille auprès d'elle. C'est pourquoi elle sortit dans le jardin, tendit sa canne accrochée vers tous les rosiers et, quoique chargés des fleurs les plus ravissantes, ils disparurent dans la terre noire. On ne voyait même plus où ils avaient été. La vieille femme avait peur que Gerda, en voyant les roses, ne vienne à se souvenir de son rosier à elle, de son cher ami Kay, et qu'elle ne s'enfuit. Ensuite, elle conduisit Gerda dans le jardin fleuri. Oh, quel parfum délicieux, hormis les roses! Toutes les fleurs et de chaque saison s'épanouissaient là dans toute leur splendeur. Nul livre d'images n'aurait pu être aussi beau et varié. Gerda sauta de plaisir et joua jusqu'au moment où le soleil descendit derrière les grands cerisiers. Alors on la mit dans un lit moelleux garni d'édredons de soie rouge bourrés de violettes bleues, et elle dormit et rêva comme une princesse au jour de ses noces. Le lendemain, elle joua encore parmi les fleurs au soleil, et les jours passèrent. Gerda connaissait toutes les fleurs par leur nom. Il y en avait tant, et cependant, il lui semblait qu'il en manquait une. Mais laquelle? Elle n'aurait pu le dire. Un jour qu'elle était assise là, elle regarda le chapeau de soleil de la vieille femme avec ses fleurs peintes où, justement, la plus belle était une rose. La magicienne avait complètement oublié de la faire disparaître, en même temps qu'elle faisait descendre dans la terre les vraies roses. On ne pense jamais à tout. « Comment ?» s'écria Gerda. « Il n'y a pas une seule rose ici. » Elle sauta au milieu de tous les parterres, chercha et chercha, mais n'en trouva aucune. Alors elle s'assit sur le sol et pleura, et ses chaudes larmes tombèrent précisément à l'endroit où un rosier s'était enfoncé. Et lorsque les larmes mouillèrent la terre, l'arbre réapparut soudain, plus merveilleusement fleuri qu'auparavant. Gerda l'entoura de ses bras et pensa tout d'un coup à ses propres
chez elle et à son cher petit ami Kay. « Oh, comme on m'a retardée, dit la petite fille. Je devais chercher Kay. Ne savez-vous pas où il est ? Demanda-t-elle aux roses. Croyez-vous vraiment qu'il soit mort et disparu ? Non, il n'est pas mort, répondirent les roses. Nous avons été sous la terre. Tous les morts y sont, et Kay n'y était pas. Oh, merci, merci mille fois, dit Gerda en allant vers les autres fleurs. Elle regarda dans leur calice et demanda : Sauriez-vous où se trouve Kay ? Mais chaque fleur se dorait au soleil en rêvant à sa propre histoire. Gerda en écouta plusieurs. Aucune ne parlait de Kay. Le lys peut-être. Entends-tu le tambour ? Boum boum. 2 notes seulement. Boum boum. Écoute le chant de deuil des femmes, l'appel du maître de cérémonie. Dans son long sari rouge, la femme hindoue se tient sur le bûcher. Les flammes montent autour d'elle et de son époux défunt. Mais la femme pense à l'homme qui est vivant dans la foule autour d'elle, à celui dont les yeux brûlent, plus ardent que les flammes, celui dont le regard touche son cœur plus que cet incendie qui bientôt réduira son corps en cendres. La flamme du cœur peut-elle mourir dans les flammes du bûcher ? Je n'y comprends rien du tout, dit Gerda. C'est là mon histoire, dit le lys. Et que dirait le liseron ? Là-bas, au bout d'un étroit sentier de montagne, se dresse un vieux château. Le lierre épais pousse sur les murs rongés par le temps, feuille contre feuille, jusqu'au balcon où se tient une ravissante jeune fille. Elle se penche sur la balustrade et regarde au loin sur le chemin. Aucune rose dans le branchage n'est plus fraîche qu'elle. Aucune fleur de pommier que le vent arrache à l'arbre et emporte au loin n'est plus légère. Dans le froufrou de sa robe de soie, elle s'agite. Ne vient-il pas ? Est-ce de Kay dont tu parles ? Demanda Gerda. Je ne parle que de ma propre histoire, mon rêve à moi, répondit le liseron. Mais que dit le petit perce-neige ? Dans les arbres, cette longue planche suspendue par 2 cordes, c'est une balançoire. 2 délicieuses petites filles, les robes sont blanches, de longs rubans verts flottent à leur chapeau. Ils sont assises et se balancent. Le frère, plus grand qu'elle, se met debout sur la balançoire. Il passe un bras autour de la corde pour ne pas tomber. Il tient d'une main une petite coupe, de l'autre une pipe en terre cuite, et il fait des bulles de savon. La balançoire va et vient. Les bulles, au teint irisé, s'envolent. La dernière tient encore à la pipe et se penche dans la brise. La balançoire va et vient. Le petit chien noir, aussi léger que les bulles de savon, se dresse sur ses pattes de derrière et veut aussi montrer. Mais la balançoire vole. Le chien tombe, il aboie, il est furieux. On rit de lui. Les bulles éclatent. Voilà, une planche qui se balance, une pipe qui se brise. C'est ma chanson. Elle est très jolie en effet, mais bien triste, et ne me dit rien de Kay. Que dit alors la jacinthe ? Il y avait 3 sœurs délicieuses, transparentes et délicates. La robe de la première était rouge, celle de la seconde bleue, celle de la troisième d'un blanc immaculé. Elles dansaient en se tenant par la main près du lac au clair de lune. Elles n'étaient pas filles des elfes, mais bien des hommes. L'air embaumé d'un exquis parfum qui les attira dans la forêt. Le parfum devenait de plus en plus fort. 3 cercueils glissèrent d'un fourré de la forêt en direction du lac. Les filles s'y allongèrent. Les vers luisants voltaient autour d'elles comme de petites torches tremblantes. Dormaient-elles, ces belles filles, ou bien étaient-elles mortes ?
Jacinthe. Nous ne sonnons pas pour le petit Kay, nous ne le connaissons pas. Nous chantons notre chanson, nous n'en connaissons pas d'autres. Gerda se tourna vers le bouton d'or qui brillait entre ses feuilles au vert profond. « Tu es un vrai petit soleil, » lui dit Gerda. « Dis-moi, sais-tu où je trouverai mon camarade de jeu ?» Le bouton d'or brillait tant qu'il pouvait et regardait en retour la fillette. Mais quelle chanson savait-il? On n'y parlait pas non plus de Kay. Dans une petite ferme, le soleil brillait au premier jour du printemps. Ses rayons frappaient le mur blanc voisin et à son pied s'épanouit la première fleur jaune, alors lumineux dans ses chauds rayons. La grand-mère était assise dehors dans son fauteuil. Sa petite fille, une pauvre et jolie servante, venait de lui rendre une courte visite. Elle embrassa la grand-mère. Il y avait de l'or venu du cœur dans ce baiser, de l'or sur les lèvres, de l'or sur la terre, de l'or dans les heures claires du matin. Voilà ma petite histoire, dit le bouton d'or. Oh, ma pauvre vieille grand-mère, soupira Gerda. Elle me regrette sûrement et elle s'inquiète comme elle s'inquiétait pour Kay. Mais je rentrerai bientôt et je ramènerai Kay. Cela ne sert à rien d'interroger les fleurs. Elles ne connaissent que leurs propres chansons. Elles ne sauront pas me renseigner. Elle retroussa sa robe pour pouvoir courir plus vite. Mais le narcisse lui fit un croc en jambe au moment où elle sautait par-dessus lui. Alors elle s'arrêta et demanda « Saurais-tu par hasard quelque chose ?» Elle se pencha très bas et tendit l'oreille. Et que dit-il ? « Je me vois moi-même, je me vois moi-même. Oh, quel parfum je répands, là-haut dans la mansarde, à demi vêtue, se tient une petite danseuse, tantôt sur une jambe, tantôt sur l'autre, comme si elle foulait le monde entier sous ses pieds. Mais ce n'est qu'illusion. Elle verse l'eau de la théière sur un morceau d'étoffe, c'est son corsage. La propreté est une bonne chose, dit-elle. Sa robe blanche est suspendue à la patère. Elle aussi a été lavée dans la théière et séchée sur le toit. Elle met la robe et un fichu jaune safran autour de son cou pour souligner la blancheur de la robe. Vois comme elle tient haut la tête sur sa longue tige. Oh, c'est moi, je me vois moi-même. Mais je m'en moque, cria Gerda. Pourquoi tu me racontes cela ? Elle courut au bout du jardin. La porte était fermée, mais elle secoua le loquet rouillé qui céda. Et la porte s'ouvrit. Alors la petite Gerda s'élança sur ses pas dans le vaste monde. Elle se retourna 3 fois. Personne ne la suivait. À la fin, lasse de courir, elle s'assit sur une grande pierre. Lorsqu'elle regarda autour d'elle, elle vit que l'été était passé et l'automne bien avancé. Ce qu'on ne remarquait pas du tout dans le jardin enchanté où il y avait toujours du soleil et toutes ces fleurs de chaque saison. « Mon Dieu, comme j'ai perdu du temps !» s'écria la petite Gerda. « Voilà que nous sommes en automne, je n'ai pas le droit de me reposer. » Elle se leva et repartit. Que ses petits pieds étaient endoloris et fatigués. Autour d'elle, tout était froid et hostile. Les longues feuilles du sol étaient toutes jaunes et le brouillard s'égouttait d'elles. Une feuille après l'autre tombait à terre. Seul le prunelier avait des fruits âcres à vous en faire mal aux dents. Oh, que tout était gris et lourd dans le vaste monde. Quatrième histoire, le prince et la princesse. Bientôt, Gerda dut se reposer à nouveau.
sous ses baisers. Doucement, doucement, fut l'oiseau. Je crois que ce pourrait bien être Kay, mais il t'a sans doute oublié à cause de la princesse. La princesse? Il habite chez une princesse? Demanda Gerda. Oui, écoute, mais je m'exprime si mal dans ta langue. Si tu comprenais le caquetage des corneilles, ce serait plus facile. Non, ça je ne l'ai pas appris, dit Gerda. Mes grand-mères le savaient. Elle savait tout. Si seulement je l'avais appris. Ça ne fait rien. Je raconterai comme je pourrai, très mal sûrement. Et elle se mit à répéter ce qu'elle avait entendu. Dans ce royaume où nous sommes, habite une princesse très intelligente. Elle a lu les journaux du monde entier, qu'elle a oublié aussitôt. C'est dire si elle est intelligente. L'autre jour, alors qu'elle était assise sur le trône, ce n'est pas si amusant non plus à ce qu'on dit, elle se mit à fredonner une chanson qui disait « Et si je me mariais, la la la, pourquoi ne suis-je pas mariée ?» s'écria-t-elle alors. « En voilà une bonne idée. » Et elle décida de se marier, si elle trouvait un mari capable de répondre avec esprit quand on lui posait une question. Elle fit appeler toutes les courtisanes, qui se réjouirent de son projet. « Ça me plaît bien, » firent-elles d'une même voix. Je me disais la même chose pas plus tard qu'hier. Chaque mot que je dis est la pure vérité, s'interrompit la corneille. J'ai une fiancée qui est apprivoisée et se promène librement dans le château. C'est elle qui m'a tout raconté. Naturellement, sa fiancée était aussi une corneille, car qui se ressemble s'assemble. Une corneille en choisit toujours une autre. Une annonce parut dans les journaux, avec une bordure de cœur et les initiales de la princesse. On lisait que tout jeune homme bien mis pouvait monter au château et parler à la princesse, et que celui qui se montrerait digne d'être à sa place dans un château, enfin celui qui parlerait le mieux, la princesse le prendrait pour époux. Oui, oui, tu peux m'en croire, c'est aussi vrai que me voilà, dit la corneille. Les gens accouraient, quelle foule, quelle presse, mais sans succès ni le premier ni le deuxième jour. Ils parlaient tous très facilement dans la rue, mais quand ils avaient passé les grilles du palais, qu'ils avaient vu les gardes en uniforme bordés d'argent, les laquais en livrée d'or sur les escaliers et les grands salons illuminés, ils en perdit tout leur courage. Ils se tenaient devant le trône où la princesse était assise et ne savaient que dire sinon répéter le dernier mot qu'elle avait prononcé. Et ça, ce n'est pas du tout ce qu'elle attendait d'eux. On aurait dit que tous ses prétendants étaient paralysés, jusqu'à ce qu'ils repassent dehors dans la rue, où ils retrouvaient la parole. Il y avait la queue depuis les portes de la ville jusqu'au château. Je les ai vus de mes propres yeux, affirma encore la corneille. Ils avaient faim et soif. Pourtant, on ne leur offrait même pas un verre d'eau tiède. Les plus avisés avaient bien apporté des tartines, mais ils ne les partageaient pas avec leurs voisins. Ils pensaient, s'il a l'air affamé, la princesse ne le prendra pas. Mais Kay, mon petit Kay, s'écria Gerda, en faisait-il partie? Était-il parmi tous ces gens-là? Patience, patience, nous y voilà. Le troisième jour arriva un petit personnage sans cheval ni voiture. Il monta d'un pas décidé jusqu'au château. Ses yeux brillaient comme les tiens. Il avait de beaux cheveux longs, mais ses vêtements étaient tout usés. « Kay, c'était Kay !» jubila Gerda. « Enfin, je l'ai trouvé !» Et elle battit des mains. Il avait un petit sac sur le dos, dit la corneille. « Non, c'était sûrement sa luge, dit Gerda. Il était parti avec. »« Possible, répondit la corneille. Je n'y ai pas regardé de si près, mais ma fiancée apprivoisée m'a dit que lorsqu'il entra par le grand portail, et qu'il vit les gardes en uniforme brodé d'argent, les laquais dans les escaliers vêtus d'or, il ne fut pas du tout intimidé. Il les salua en disant « Comme ce doit être ennuyeux de rester sur l'escalier, j'aime mieux entrer. » Les salons étaient brillamment illuminés. Les conseillers particuliers et les excellences marchaient pieds nus en portant des plats en or. C'était quelque chose de très imposant.
aussi bien que je l'aurais fait dans mon caquetage de Corneille. Enfin, c'est ce que soutient ma promise, faisant assaut de charme et de galanterie. Il n'était pas venu en prétendant, mais seulement pour juger de la sagesse de la princesse, et ils se trouvèrent aussi admirables l'un que l'autre. C'était lui, c'était Kay, s'écria encore Gerda. Il est si intelligent, il sait calculer de tête même à 2 chiffres et avec une virgule. Oh, conduis-moi au château. Facile à dire, répartit la Corneille. Mais comment donc? J'en parlerai à ma fiancée au château, elle saura nous conseiller. Car il faut bien que je te dise qu'une petite fille comme toi ne peut être autorisée à entrer là. Si, j'irai, dit Gerda. Quand Kay entendra que je suis là, il sortira tout de suite pour venir me chercher. Attends-moi là, près de l'espalier. L'oiseau secoua la tête et s'envola. Il faisait nuit lorsque la Corneille revint. Gras, gras, fit-elle. Ma fiancée te fait dire 1000 choses et voici pour toi un petit pain qu'elle a pris à la cuisine. Ils ont assez de pain là-dedans et tu dois avoir faim. Il est impossible que tu entres au château, tu n'as pas de chaussures. Les gardes en argent et les laquais en or ne le permettraient pas. Mais ne pleure pas, tu vas tout de même y aller. Ma fiancée connaît un petit escalier dérobé qui conduit à la chambre à coucher et elle sait où on peut en prendre la clé. Alors la Corneille et Gerda entrèrent dans le jardin, par les grandes allées où les feuilles tombaient l'une après l'autre, puis au château, quand les lumières se furent éteintes, l'une après l'autre. Et la Corneille conduisit Gerda jusqu'à une petite porte de derrière qui était entrebâillie. Oh, comme le cœur de Gerda battait d'inquiétude et de désir, comme si elle faisait quelque chose de mal. Et pourtant, elle voulait seulement savoir s'il s'agissait bien de Kay. Oui, ça ne pouvait être que lui. Elle pensait si intensément à ses yeux intelligents, à ses longs cheveux. Elle le voyait vraiment sourire comme lorsqu'ils étaient à la maison, sous les roses. Il serait tellement content de la voir, de savoir quel long chemin elle avait fait pour le trouver, et combien ils avaient été tristes à la maison, quand il n'était pas rentré. Oh, comme sa joie était mêlée de crainte. Les voilà dans l'escalier où brûlait une petite lampe sur un buffet. Sur une marche tenait la Corneille apprivoisée qui penchait et tournait la tête de tous les côtés, et considéra Gerda, laquelle fit une révérence comme sa grand-mère le lui avait appris. Mon promis m'a dit tant de bien de vous, petite demoiselle, dit la Corneille apprivoisée. Et votre parcours, comme on dit, est si touchant. Voulez-vous tenir la lampe? Je marcherai devant. Nous irons tout droit. Ici, nous ne rencontrerons personne. Il me semble entendre quelqu'un approcher derrière nous, dit Gerda. Quelque chose passa près d'elle à toute allure, projetant des ombres sur les murs. Chevaux aux crinières flottantes et longues jambes fines, chevaliers, cavaliers et cavalières. Oh ça, ce sont les rêves, dit la Corneille. Ils viennent juste tourner les pensées de nos princes, méchantes dames vers la chasse, mais c'est très bien. Nous pourrons d'autant mieux les contempler dans leur lit. Mais n'oubliez pas, si vous entrez en grâce ici, de montrer votre reconnaissance. Ne parlons pas de ça, dit la Corneille de la forêt. Ils entrèrent dans le premier appartement tendu de satin rose à grandes fleurs. Les rêves les avaient précédés et filaient si vite que Gerda ne put distinguer les hauts personnages. Les salles se succédaient, toutes si belles qu'on en restait sans voix. Et ils arrivèrent à la chambre à coucher. Le plafond ressemblait à un grand palmier aux feuilles de cristal. Et au milieu de la pièce se trouvaient 2 lits, tels des lys suspendus à une tige d'or. L'un était blanc, et la princesse y était couchée. L'autre était rouge, et dans celui-là reposait celui que Gerda était venue chercher, le petit Kay. Elle écarta l'un des pétales cramoisis et aperçut une nuque brune. « Kay !» s'écria-t-elle tout haut en approchant la lampe de lui. Les rêves à cheval se ruèrent à nouveau dans la chambre. Le dormeur s'éveilla
tourna la tête vers elle. Et ce n'était pas le petit Kay. Le prince ne lui ressemblait que par la nuque, mais il était jeune et beau. La princesse leva la tête de son lit blanc comme un lys et demanda de quoi il retournait. Alors la petite Gerda se mit à pleurer. Elle raconta toute son histoire et ce que les corneilles avaient fait pour l'aider. « Pauvre petite !» s'exclamèrent le prince et la princesse. Ils félicitèrent chaudement les corneilles, déclarant qu'ils n'étaient pas du tout fâchés, mais qu'elles ne devaient tout de même pas recommencer. Cependant, ils voulaient leur donner une récompense. « Voulez-vous retrouver votre liberté ?» demanda la princesse. « Ou préférez-vous obtenir un poste permanent de corneille à la cour, avec accès privé aux cuisines ?» Les deux corneilles firent la révérence et demandèrent la charge fixe. Elles pensaient à leur vieillesse et qu'il était toujours bon d'avoir quelque chose de sûr pour ces vieux jours. Le prince se leva de son lit et permit à Gerda d'y dormir. Il ne pouvait vraiment faire plus. Elle joignit ses petites mains et pensa « Oh, comme il y a des êtres humains et aussi des animaux emplis de bonté. » Là-dessus, elle ferma les yeux et sombra dans un sommeil délicieux. Tous les rêves voltigèrent à nouveau autour d'elle. Cette fois, ils avaient l'air d'anges du bon Dieu. Ils tiraient une petite luge sur laquelle était assis Kay, qui saluait. Mais tout ceci n'était que rêve, et disparut dès qu'elle s'éveilla. Le lendemain, on la vêtit de la tête aux pieds de soie et de velours. Elle fut invitée à rester au château pour y couler des jours heureux. Mais elle demanda seulement une petite voiture attelée d'un cheval et une paire de petites bottines. Elle voulait repartir de par le monde pour retrouver Kay. On lui donna les petites bottines et un manchon. On l'habilla à ravir et au moment de partir, un carrosse en or massif aux armes du prince et de la princesse attendait devant la porte, brillant de mille feux. Le cocher, le valet de pied et le laquais, car il y avait un laquais grimpé à l'arrière, portaient chacun une parure dorée. Le prince et la princesse en personne l'aidèrent à monter en voiture et lui souhaitèrent bonne chance. La corneille de la forêt, mariée maintenant, accompagna Gerda sur les 3 premiers lieues, assise à côté de la petite fille car elle ne pouvait supporter de rouler à reculons. La deuxième corneille, debout à la porte, se contenta de battre des ailes. Souffrant d'un fort mal de tête pour avoir trop mangé depuis qu'elle avait obtenu un poste fixe aux cuisines, elle ne pouvait les accompagner. Le carrosse était bourré de craquelins sucrés, de fruits et de pain d'épices. « Adieu, adieu !» criaient le prince et la princesse. Gerda pleurait, la corneille pleurait. Les premières lieues furent ainsi parcourues. Puis la corneille aussi fit ses adieux, et ce fut la séparation la plus douloureuse. Elle s'envola dans un arbre et battit de ses ailes noires aussi longtemps qu'elle put voir la voiture, qui brillait au loin, tel le soleil en personne. Cinquième histoire. La fille des brigands. La voiture roulait à travers la sombre forêt qu'elle illuminait tel un flambeau. Des brigands qui se trouvaient là en furent aveuglés. C'était plus qu'ils n'en pouvaient supporter. De l'or, hurlèrent-ils, s'élançant à la tête des chevaux. Ils massacrèrent les postillons, le cocher et les valets, et tirèrent la petite Gerda hors de la voiture. Oh, la mignonne, bien grasse et richement nourrie, dit une vieille brigande qui avait une longue barbe broussailleuse et des sourcils qui lui tombaient sur les yeux.
C'est joli comme un petit agneau dodu, ce serait délicieux à manger. Elle tira son grand couteau, qui lança un éclair terrifiant. Aïe! Cria en même temps la mégère. Sa propre fille qu'elle portait sur le dos et qui était la plus sauvage des créatures de la forêt qu'on puisse imaginer, venait de la mordre à l'oreille. Espèce de sale gamine, fit la mère. Mais sans elle, elle aurait déjà tué Gerda. Elle jouera avec moi, fit la fille. Qu'elle me donne son manchon, sa jolie robe et je la laisserai coucher dans mon lit. Elle mordit de nouveau sa mère qui se débattait et se tournait de tous les côtés. Et les brigands se mirent à rire. Voyez comme elle danse avec son ourson. Je veux monter dans le carrosse, dit la fille des brigands. Et il fallut en passer par où elle voulait, tellement elle était gâtée et têtue. Elle s'assit auprès de Gerda et la voiture s'enfonça plus profondément encore dans la forêt, par-dessus les souches et les broussailles. La fille des brigands était de la taille de Gerda, mais plus forte, plus large d'épaules. Elle avait le teint sombre et des yeux noirs presque tristes. Elle prit Gerda par la taille en disant « Ils te tueront pas tant que je t'aurai à la bonne. Tu es sûrement une princesse. » « Non, répondit Gerda. Et elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé et combien elle aimait le petit Kay. La fille des brigands l'écouta avec sérieux, hocha la tête et dit « Ils te tueront pas, même si je suis en colère après toi. Je préférerais le faire moi-même. » Elle essuia les yeux de Gerda, puis glissa ses deux mains dans le joli manchon, qu'il était chaud et doux. Quand le carrosse s'arrêta, elle se trouvait dans la cour d'un repaire de brigands, tous lézardés du haut en bas, avec des corbeaux et des corneilles qui s'envolaient de tous les trous. Des molosses, qui avaient l'air prêts à les dévorer tout crus, bondissaient comme des forcenés, mais sans aboyer. Cela leur était défendu. Au milieu du vieux hall noir de suie brûlait un grand feu, à même les dalles de pierre. La fumée montait au plafond où elle cherchait en vain une issue. Une grande marmite de soupe bouillonnait sur les braises tandis que rôtissaient lièvres et lapins, piqués sur des broches. « Tu vas dormir avec moi et tous mes animaux préférés, » dit la fille des brigands. Après avoir bu et mangé, elles allèrent dans un coin recouvert de paille et de couvertures. Au-dessus, sur des lattes et des barreaux, une centaine de pigeons semblaient dormir, mais à l'arrivée des fillettes, ils tournèrent un peu la tête. « Ils sont tous à moi, » dit la fille des brigands. Elle attrapa un des plus proches, le tint par les pattes et le secoua pour le faire battre des ailes. « Embrasse-le » cria-t-elle en claquant la figure de Gerda. « Et ça, c'est les pigeons de la forêt, » continua-t-elle, en montrant une grille qui barrait un trou très haut dans le mur. « Des vrais canailles, ces deux-là. Ils s'envolent tout de suite si on les enferme pas bien. Et voici mon chéri préféré, le vieux B. » Elle tira par un de ses bois un renne, qu'un anneau de cuivre pendant à son cou tenait attaché au mur. « Il faut aussi l'avoir à la chaîne, celui-là, sans quoi il bondit et s'en va. Tous les soirs, je lui taquine le cou avec mon couteau qui brille, il y en a une peur terrible, » ajouta-t-elle. Elle prit un couteau dans une fente entre les pierres et le fit glisser sous le cou du pauvre renne, qui bronchait et ruait. Mais la fille des brigands ne faisait qu'en rire. Elle entraîna Gerda vers la paillasse. « Est-ce que tu le gardes contre toi pour dormir, ton couteau ?» demanda Gerda. « Je dors toujours avec, » dit la fille des brigands. « On sait jamais ce qui peut arriver, mais répète un peu ce que tu me racontais sur Kay. » Tandis que Gerda racontait encore, les pigeons de la forêt roucoulaient là-haut dans leur cage, et les autres pigeons dormaient. La fille des brigands se mit à ronfler. Une main passait autour du cou de Gerda et son couteau dans l'autre. Mais
Gerda ne put fermer l'œil, ne sachant si elle allait vivre ou mourir. Autour du feu, les brigands mangeaient et buvaient toujours et la vieille brigande faisait des sauts périlleux. La pauvre fillette était terrifiée. Alors, les pigeons de la forêt s'exclamèrent « Clou, clou, nous avons vu le petit Kay. » Une poule blanche tirait sa luge et lui était assise dans la voiture de la Reine des Neiges qui volait bas au-dessus de la forêt. Nous étions dans notre nid, la reine a soufflé sur les oisillons et tous sont morts, sauf nous deux. Clou, clou. « Qu'est-ce que vous dites ?» cria Gerda. « Où la Reine des Neiges est-elle partie ?» Elle était sûrement au pays des Samis, où il y a toujours de la neige et de la glace. Demande au renne qui est attaché à la chaîne. Il y a de la glace et de la neige, oui, et c'est splendide, dit le renne. On peut courir et sauter librement dans les grandes plaines qui scintillent. C'est là que la Reine des Neiges a sa résidence d'été, mais son véritable château se trouve près du pôle Nord, sur une île appelée le Spitzberg. Oh Kay, mon gentil Kay, soupira Gerda. Si tu te tiens pas tranquille, marmonna la fille des brigands à demi réveillée, je te plante mon couteau dans le ventre. Au matin, Gerda lui raconta tout ce que les pigeons et le renne lui avaient dit. La fille des brigands la regarda d'un air solennel, hocha la tête et déclara « Soit », puis se tournant vers le renne. « Sais-tu où se trouve le pays des Samis ?»« Qui pourrait le savoir mieux que moi ?» répondit l'animal dont les yeux étincelèrent. « C'est là que je suis né, que j'ai joué et bondi sur les champs enneigés. »« Écoute, » dit la fille des brigands à Gerda. « Comme tu vois, maintenant tous les hommes sont partis. La mère, elle, est toujours là et bien là. Mais bientôt elle va se mettre à boire et cette grande bouteille là-bas, elle se paiera ensuite un petit somme. Alors, je ferai quelque chose pour toi. » Elle sauta sur ses pieds, courut vers sa mère et lui tira la barbe en disant « Bonjour, espèce de vieille bique. » Et sa mère lui bourra le nez de coups à le rendre tout bleu et rouge. Mais ça n'était rien d'autre que de l'affection. Lorsque la mère eut bu à la bouteille et se fut endormie, la fille des brigands alla vers le renne et lui dit « Ça m'aurait bien plu de te garder ici pour te chatouiller encore le cou avec mon couteau effilé. T'es si amusant quand t'as peur, mais tant pis. Je vais te détacher et t'aider à sortir pour que tu puisses courir jusqu'au pays des Samis. T'as intérêt à m'apporter cette fille au palais de la Reine des Neiges où est son copain de jeu. T'as sûrement entendu ce qu'elle a raconté, elle parlait assez fort et t'es toujours espionné. » Le renne bondit de plaisir. La fille des brigands souleva Gerda et prit la précaution de l'attacher solidement sur le dos de la bête et même de glisser sous elle un petit coussin. « Ça m'est égal. Allez, dit-elle. Prends tes bottines fourrées car il fera froid, mais le manchon je le garde, il est trop joli. Et comme je veux pas que t'aies froid, voilà les immenses moufles de ma mère, elles te monteront jusqu'au coude. Allez, fourre-moi tes mains là-dedans, et voilà, par les mains tu ressembles à ma vilaine mère. » Gerda versa des larmes de joie. « Assez pleurniché, j'aime pas ça. Tu devrais avoir l'air contente au contraire. Tiens, 2 pains et un jambon que t'es pas faim. » Elle attacha le tout sur le renne, ouvrit la porte, enferma les grands chiens. Puis elle coupa avec son couteau l'attache du renne et lui dit « Va maintenant, cours, mais fais bien attention à ma petite fille. » Gerda tendit ses mains gantées, des immenses moufles vers la fille des brigands pour lui dire adieu, et le renne détala, par-dessus les buissons et les souches, à travers la grande forêt, puis par les marais et la steppe. Il courut tant qu'il pouvait. Les loups hurlaient, les corbeaux croissaient. Et soudain, le ciel se mit à lancer des flamèches rouges. « Ah, l'aurore boréale de mon enfance !» s'écria le renne. « Regarde cette lumière !» Et il courut, de jour comme de nuit. On mangea les pains
sauf une vieille femme Samy, occupée à faire cuire du poisson sur une lampe à huile. Le renne lui raconta toute l'histoire de Gerda, mais seulement après avoir rapporté la sienne, qui semblait être beaucoup plus importante, et Gerda était si transie de froid qu'elle ne pouvait pas parler. « Hélas, pauvre de vous !» s'écria la femme. « Vous avez encore beaucoup à courir, au moins 100 lieues pour atteindre le Finnmark. La Reine des Neiges y est en visite, et y allume chaque soir ses aurores boréales bleues. Je vais vous écrire un mot sur un morceau de morue séchée. Je n'ai pas d'autre papier et vous le porterez à la Finnoise là-haut. Elle vous renseignera mieux que moi. » Lorsque Gerda fut un peu réchauffée après avoir bu et mangé, la femme Samy écrivit son message sur le morceau de morue séchée, recommanda à Gerda d'y faire bien attention, arracha de nouveau la petite fille sur le renne, et en route, vite, vite, chantait la belle aurore bleue au fond du ciel. Au bout de la nuit, ils arrivèrent au Finnmark et frappèrent à la cheminée de la Finnoise, car là, il n'y avait même pas de porte. Quelle chaleur dans la maison! La Finnoise, une femme petite et toute crottée, y vivait presque nue. Elle défit rapidement les vêtements de Gerda, lui enleva les moufles et les bottines pour qu'elle n'ait pas trop chaud, mit un morceau de glace sur la tête du renne et commença à lire ce qui était écrit sur la morue séchée. Elle le lut et relut 3 fois de suite, puis, comme elle le savait maintenant par cœur, elle mit le morceau de poisson à cuire dans la marmite, car c'était bon à manger et elle ne gaspillait jamais rien. Le renne raconta d'abord sa propre histoire, puis celle de Gerda. La Finnoise clignait de ses yeux intelligents sans rien dire. « Tu es très forte, » dit le renne. « Je sais que tu peux nouer tous les vents du monde avec un simple fil à coudre. Si un marin défait un nœud, il a bon vent. S'il défait un 2e nœud, il vente fort, et s'il défait le 3e et le 4e, la tempête est si terrible que les arbres des forêts sont arrachés. Ne veux-tu pas donner à cette petite fille une potion qui lui assure la force de 12 hommes et lui permette de vaincre la Reine des Neiges ?» ?»« La force de 12 hommes, » dit la Finnoise. « Oui, ça devrait suffire. » Elle alla vers une étagère, y prit une grande peau roulée, la déroula. D'étranges lettres y étaient gravées, et tandis que la Finnoise lisait, des gouttes de sueur tombaient de son front. Le renne la pria encore si fort pour Gerda, et la petite la regarda avec des yeux si suppliants, pleins de larmes, que la Finnoise se remit à cligner des siens. Elle attira le renne dans un coin, et il lui murmura quelque chose tout en lui remettant de la glace fraîche sur la tête. Le petit Kay est en effet chez la Reine des Neiges, où il est parfaitement heureux. Il croit qu'il se trouve là dans le meilleur des mondes, mais cela vient du fait qu'il a reçu un éclat de verre dans le cœur, et aussi une poussière dans l'œil. Tant que ces morceaux ensorcelés ne seront pas expulsés, il ne pourra revenir parmi les humains et le charme de la Reine des Neiges continuera d'opérer sur lui. Mais ne peux-tu pas donner à Gerda un pouvoir magique pour arrêter cela ? Je ne peux pas lui donner un pouvoir plus grand que celui qu'elle possède déjà. Ne vois-tu pas comme il est puissant ce pouvoir ? Ne vois-tu pas comment hommes et bêtes sont déjà forcés de la servir ? Comment pieds nus, elle a réussi à parcourir le monde ? Ce n'est pas à nous de lui dire d'où vient son charme. Il est dans son cœur d'enfant innocente et gentille. Si elle ne réussit pas d'elle-même à entrer chez la Reine des Neiges, nous ne pouvons pas l'aider. Le jardin de la reine commence à 2 lieues d'ici. Conduis la petite fille jusque-là. Fais-la descendre près du buisson aux baies rouges dans la neige. Et sans plus de bavardage, reviens ici au galop. Puis la femme finnoise souleva Gerda et la replaça sur le dos du renne qui repartit à toute allure. « Oh, mais je n'ai pas mes bottines et je n'ai pas mes moufles !» crie la petite Gerda en sentant le froid.
sang mordre sa peau nue. Mais le renne n'osait pas s'arrêter. Il courait, courait, et courut ainsi jusqu'au buisson qui portait des baies rouges. Là, il mit Gerda à terre et souffla un baiser sur sa bouche, tandis que de grosses larmes brillantes roulaient le long de ses joues. Puis il s'élança ventre à terre sur le chemin du retour. Et voilà la pauvre Gerda, sans chaussures ni gants, dans le grand froid glacé du Finnmark. Elle se mit à courir de toutes ses forces droit devant elle. Un régiment de flocons de neige se précipitait à sa rencontre. Il ne tombait pas du ciel, qui était parfaitement clair et où brillait l'aurore boréale. Non, ils couraient sur la terre, et à mesure qu'ils approchaient, ils grossissaient encore. Gerda se rappelait comme ils étaient gros et joliment formés le jour où elle les avait regardés à travers la loupe. Mais ici, ils étaient monstrueux. Ils étaient vivants. C'était l'avant-garde de la Reine des Neiges. Ils prenaient les formes les plus bizarres. Les uns avaient l'air d'affreux porc-épics. D'autres ressemblaient à des serpents avançant leur tête. D'autres encore à de gros ours méchants aux poils luisants. Tous étaient d'une blancheur aveuglante. Alors la petite Gerda se mit à dire sa prière. Le froid était si intense que son haleine se condensait en sortant de sa bouche comme une vraie fumée. Et cette fumée devint de plus en plus dense et se transforma en anges lumineux qui grandissaient en touchant la terre, toujours plus nombreux. Ils avaient tous des casques sur la tête, une lance et un bouclier dans les mains. Lorsque Gerda eut fini sa prière, ils formaient une légion entière autour d'elle. Ils transpercèrent de leurs lances les flocons de neige, les faisant éclater en 1000 morceaux, tandis que la petite Gerda avançait d'un pas assuré, intrépide. Les anges lui touchèrent les pieds et les mains. Elle ne sentit plus le froid et marcha rapidement vers le palais de la Reine des Neiges. Maintenant, voyons où en était Kay. Il ne pensait absolument pas à la petite Gerda, et encore moins qu'elle pût être là, devant le palais. Septième histoire. Ce qui se passa au palais de la Reine des Neiges et ce qui eut lieu par la suite. Les murs du palais étaient faits de neige soufflée, les fenêtres et les portes de vent cinglant. Il y avait plus de 100 salles immenses et vides, formées par des tourbillons de neige. La plus grande s'étendait sur plusieurs lieues, toutes scintillées d'un éclat glacé, à la lueur d'aurore boréale d'une puissance jamais vue. Nulle gaieté ici, jamais. Pas le moindre bal, même pour les ours polaires où le vent aurait pu faire l'orchestre. Et les ours marchaient sur leurs pattes de derrière en prenant des airs distingués. Pas la moindre partie de cache-cache, de chat perché ou d'arroseur arrosé. Pas la moindre invitation des jeunes renards de polaire à bavarder autour d'un café. Les salons de la Reine des Neiges étaient immenses, vides et glacés. Les aurores boréales se succédaient à un rythme si régulier que l'on pouvait compter les secondes entre leur apogée et le moment où elles s'éteignaient. Au cœur de cette succession de salles sans fin, il y avait un lac gelé dont la glace était brisée en 1000 morceaux, tous parfaitement identiques. Et c'était une pure merveille. C'est là que trônait la Reine des Neiges quand elle était en son palais. Elle disait qu'elle siégeait alors sur le seul et unique miroir de la raison, le plus parfait au monde. Le petit Kay était bleu de froid, et même presque noir, mais
plus ingénieuse pour ce jeu de glace de la raison, qui avait à ses yeux la plus grande importance à cause de l'éclat de verre qu'il avait dans l'œil. Il essayait de multiples combinaisons sans succès, dans le but de former le mot « éternité ». La Reine des Neiges lui avait dit « Si tu arrives à composer ce mot, tu deviendras ton propre maître, je t'offrirai le monde entier et une paire de nouveaux patins. » Mais il n'y parvenait jamais. « Je vais m'envoler vers les pays chauds, dit la reine. Je vais jeter un coup d'œil dans les chaudrons noirs. » Elle parlait des volcans qui crachent le feu, l'Etna et le Vésuve. « Je vais les blanchir d'un peu de neige, cela leur fera du bien. Et au citronnier et à la vigne aussi. » Elle s'envola donc, et Kay resta seul dans les immenses salles vides. Il regardait les morceaux de glace et réfléchissait. Il réfléchissait si intensément que tout craquait en lui. Assis là, raide et immobile, on aurait pu le croire mort de froid. C'est à ce moment-là que Gerda entra dans le palais par la grande porte de bise cinglante. Elle récita sa prière du soir et le vent tomba, comme assoupi par une berceuse. Elle pénétra dans la grande salle vide et glacée. Et alors elle vit Kay. Elle le reconnut et lui sauta au cou, le teint serré contre elle en criant « Kay, mon gentil petit Kay, est-ce que je te retrouve enfin ?» Mais il lui restait immobile, pétrifié de froid. Alors, Gerda pleura de chaudes larmes qui tombèrent sur la poitrine du garçon, pénétrèrent jusqu'à son cœur et firent fondre le bloc de glace, entraînant l'éclat de verre qui s'y trouvait planté. Il la regarda et elle chanta. « Les roses poussent dans les vallées où l'enfant divin vient nous parler. » Kay éclata en sanglots. Il pleura si fort que la poussière de glace fut expulsée de son œil. Alors, il reconnut Gerda et s'écria débordant de joie. « Gerda, ma chère petite Gerda, où étais-tu passée pendant tout ce temps? Où ai-je été moi-même ?» Il regarda autour d'eux. « Qu'il fait froid ici, et comme tout est vide, et tellement grand. » Il se serrait contre son amie, qui riait et pleurait de joie elle aussi. Leur bonheur se diffusait dans l'air, les morceaux de glace eux-mêmes se mirent à danser de plaisir. Et lorsqu'ils s'arrêtèrent et se reposèrent sur le sol gelé, ils formaient le mot que la Reine des Neiges avait dit à Kay de se composer. Éternité. Kay redevenait son propre maître. La reine devait lui donner le monde et une paire de patins neufs. Gerda lui baisa les joues et elle redevint rose. Elle lui baisa les yeux et ils brillèrent comme les siens. Elle lui baisa les mains et les pieds et il redevint vif et fort. La Reine des Neiges pouvait rentrer. La vie de mise en liberté de Kay était déposée là, en lettres de glace étincelantes. Éternité. Alors les deux enfants se prirent par la main et sortirent de l'immense palais. Ils parlaient de la grand-mère et des rosiers sur le toit. Et sur leur passage, les vents s'apaisaient et le soleil se montrait. Ils atteignirent le buisson aux baies rouges. Le renne était là, qui les attendait. Il avait avec lui une jeune femelle aux mamelles pleines. Elle donna son lait chaud aux enfants, qui la remercièrent d'un baiser sur les naseaux. Puis, les deux animaux portèrent Kay et Gerda chez la Finnoise, d'abord, où en se réchauffant dans la chambre, ils reçurent des indications pour le voyage de retour, puis chez la Sami, qui leur avait cousu des vêtements neufs et avait préparé son traîneau. Les deux reines bondissaient à côté d'eux tandis qu'ils glissaient sur la neige. Ils les accompagnèrent ainsi jusqu'à la frontière du pays. Les premières pousses vertes
gazouillait. La forêt était tout en bourgeons. Et voilà que s'avançant vers eux, sur un magnifique cheval que Gerda reconnut aussitôt, il avait été attelé devant le carrosse d'or, une jeune fille au bonnet rouge, avec des pistolets à la ceinture. C'était la fille des brigands qui s'ennuyait à la maison et voulait voyager, d'abord vers le nord, et ensuite ailleurs si le nord ne lui plaisait pas. Elle les reconnut et Gerda se réjouit de la revoir. « Ah, le voilà le vagabond !» dit la fille des brigands au petit Kay. « Je me demande si tu vaut la peine qu'on court au bout du monde pour venir te chercher. » Mais Gerda lui caressa les joues et demanda des nouvelles du prince et de la princesse. « Ils sont partis à l'étranger, » dit la fille des brigands. « Et la corneille ?» demanda encore Gerda. « La corneille est morte, » répondit-elle. Sa chérie apprivoisée est veuve et porte un bout de laine noire à la patte. Elle se plaint du matin au soir, quelle bêtise. Mais raconte-moi ce qui t'est arrivé et comment tu l'as retrouvée. Gerda et Kay racontèrent tous les deux en même temps. Et patati et patata, dit la fille des brigands. Elle leur serra la main et promit, si elle passait un jour par leur ville, de leur rendre visite. Puis elle disparut dans le vaste monde. Kay et Gerda allaient la main dans la main et partout, les fleurs s'épanouissaient tandis qu'un printemps délicieux les enveloppait. Les cloches sonnaient leurs joyeux carillons. Ils reconnurent les hautes tours de la grande ville où ils habitaient. Ils allèrent à la porte de la grand-mère, montèrent l'escalier, entrèrent dans la chambre. Tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait tic-tac, les aiguilles tournaient. Mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus des adultes. Les roses se pressaient autour de la fenêtre ouverte. Leurs deux petites chaises d'enfants étaient là. Kay et Gerda s'assirent chacun sur la sienne en se tenant toujours par la main. Ils avaient oublié, comme on oublie un mauvais rêve, les splendeurs vides du palais de la Reine des Neiges. La grand-mère était assise au soleil et lisait la Bible à voix haute. Si vous n'êtes pas semblable à de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Kay et Gerda se regardèrent et comprirent d'un coup le vieux psaume. Les roses poussent dans les vallées, où l'enfant divin vient nous parler. Ils étaient assis là, ensemble,